que coucou, on se retrouve pour un nouveau vlog et il ne s'agit ni plus ni moins que de Alchemist ou Alchemize, mais moi j'ai prononcé à la française. Alchemist, et si vous vous souvenez, dans le vlog que j'ai fait de Was in Chains, j'ai expliqué que je n'aimais pas Alchemist pour l'instant et que c'était compliqué comme lecture à lire. Et bref, j'en ai parlé un petit peu dans mon vlog de Was in Chains, mais du coup je fais ce vlog parce que finalement j'aime bien. Finalement j'ai pleuré, finalement j'ai mouru, finalement c'est appréciable comme lecture. Je suis à la deuxième partie, donc je l'ai quand même bien avancé le pépère. Voilà, je commence ce vlog avec une lecture déjà bien entamée de ce livre. Mais écoutez, c'est pas grave parce que je voulais vraiment lire davantage le livre avant d'en faire un vlog, avant de commencer un vlog. Parce que je me suis dit ça sert à rien que je le commence si jamais je n'aime pas. Et pour le début, c'était vraiment le cas, je ne l'appréciais pas. D'ailleurs, la plupart des post-it que vous verrez au début, c'est vraiment des post-it de passages que je ne comprenais pas. Voilà, je ne comprenais pas. Et j'ai mis des post-it du coup, pas du tout pour mes passages préférés, hein, vraiment juste des questions que je me posais. Et par la suite, j'ai mis des post-it pour les réponses qu'on nous donnait. Donc bref, je vais essayer pour ce clip de le découper en plusieurs parties, en tout cas de vous expliquer plusieurs choses et du coup de le découper. Notamment on va parler justement polémique autour de J.K. Rowling. Je vais vous expliquer le résumé, le monde de magie et pourquoi il y a eu la guerre dans Palladia aussi. Et je vais vous parler après de mon avis, bien évidemment, parce que ce vlog serait pas là si j'avais pas aimé. Donc pour mon avis, voilà, ce sera à la toute fin quand vous aurez vraiment toutes les clés pour comprendre un petit peu plus l'univers. Mais voilà, je vais essayer de centrer ma pensée, même si je risque de faire des digressions parce que je m'appelle Lilou de Frane, et aussi parce que je me souviens plus de tout, enfin c'est pas que je me souviens plus de tout, mais vous me connaissez, j'ai du mal à faire des résumés, donc je risque de pas vraiment réussir à tout dire. Mais écoutez, on va essayer de vous faire un résumé sans bafouiller, et d'abord on va parler du coup J.K. Rowling et en quoi cet auteur est problématique. Je pense que tout le monde sait en quoi cet auteur est problématique, mais il y a eu beaucoup de bruit qui en fait ont couru par rapport à Alchemist sur cette sortie, qui était à la base une fanfiction complète de Harry Potter, c'est-à-dire qu'on reprenait tous les noms, on reprenait vraiment tout, contrairement à Was in Chains où il y a une ambiance à la Harry Potter, en tout cas les personnages à la Harry Potter, mais pour le reste de l'histoire, on sort totalement de l'univers de Harry Potter, et avant Manaclet, ce n'était pas le cas. Mais Stanley New, pour être publiée et qu'il n'y ait pas de droit d'auteur pour J.K. Rowling, elle a totalement changé tout son univers et a changé les noms des personnages, le physique des personnages et vraiment tout l'univers de magie, etc. Quelqu'un qui en librairie ne sait pas que c'est une fanfiction et qui décide d'acheter Alchemist ne saura en aucun cas, s'il ne se renseigne pas, qu'à la base c'était une fanfiction, parce qu'il n'y a plus rien à voir avec Harry Potter, avec Manaclet. Alors moi, bien évidemment, dans ce vlog, je pense que je vais vous dire de temps en temps Harry, Hermione, Ron, etc. Mais parce que je sais que c'est une fanfiction à la base de Harry Potter, mais clairement on n'est plus du tout sur les mêmes vibes, ouais, on est vraiment... Ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus de rapport avec Harry Potter, et vraiment ça n'a plus du tout de rapport. Donc bref, j'ai pas trop parlé de J.K. Rowling parce que je pense que tout le monde sait qu'elle est transphobe et je pense qu'elle a d'autres cordes à son arc, mais voilà, je n'ai jamais acheté ses livres, je préfère faire de la prévention à la base parce que j'ai pas vraiment envie que on me crie dessus, mais voilà, je ne lis pas ses livres, je regardais ses films et j'ai grandi avec ses films et je pense que je continuerai à regarder ses films parce que j'aime beaucoup l'actrice de Hermione Granger. Voilà, en aucun cas je cautionne ses agissements et vous allez me dire que si je cautionnais pas, j'arrêterais de regarder les films, c'est un débat, si vous voulez qu'on en débatte en commentaire, on peut en débattre. Mais bref, du coup je pars du principe que Alchemist, j'ai le droit totalement de le lire, je suis légitime puisque ce n'est pas du tout J.K. Rowling et... c'est vraiment l'auteur Stanley New qui l'écrit, et pour le coup mon argent revient à Stanley New, pas du tout à J.K. Donc bref, passons ce petit commentaire et parenthèse close plutôt. Parlons Alchemist, parlons de ce bébé de 1000 pages qui est juste énorme et qui est vraiment très lourd, donc je peux assommer quelqu'un qui veut s'introduire chez moi avec ce bébé. Parlons de ce livre. Donc comment vous dire que c'est très compliqué de résumer ce bouquin parce que j'en suis encore qu'au début et il est très riche et il y a beaucoup d'informations qui nous sont données au début et qui sont pas expliquées. Et c'est ça qui vraiment me dérangeait au début de ma lecture, c'est que vu que je partais du principe qu'à la base c'était une fanfiction de Harry Potter, Stanley New, je ne savais pas du tout si elle allait développer son système de magie
puisque dans Manacled, on partait du principe que on connaissait Harry Potter, on connaissait les baguettes magiques, etc. Et là, c'est pas du tout la même chose, c'est vraiment avec les matériaux, c'est vraiment avec le métal, le fer, l'or, le cuivre, le tin, etc. C'est un truc de fou. Bref, digression. J'ai vraiment du mal à vous faire un résumé, c'est vraiment une dinguerie comment je n'arrive pas à trouver mes mots. En fait, c'est tellement un univers riche que je n'arrive pas à expliciter ce que je veux vous dire. Donc bref, on suit Elena Marino. Je vais prendre ma respiration, je vais me calmer. On suit Elena Marino, qui est une ancienne alchimiste et qui a vu son monde s'écrouler devant ses yeux, puisque dans cet univers-là, il y a eu une guerre qui a ravagé du coup tout le Palladia. Et bien évidemment, Elena n'est pas sortie vainqueur et toute la résistance, etc. et ses amis se sont vus massacrés par le haut nécromancien et ses fidèles. Donc elle est faite prisonnière par le haut nécromancien et à la base c'est une prisonnière comme les autres, sauf qu'il veut se rendre compte qu'elle cache dans son esprit quelque chose de très important et ils ne savent pas quoi. Et ils se disent que vu que ça a été caché dans son esprit, peut-être que vu qu'elle était très proche de Luke / Harry Potter, c'est lui qui lui a caché, en fait, qui lui a demandé de cacher quelque chose et peut-être de cacher la clé qui permettrait à la rébellion, à la résistance, de revoir le jour et de démanteler totalement le système du haut nécromancien. Voilà pour le pitch, je pense que j'ai été plutôt claire. Et elle va être envoyée au haut préfet puisque ce qu'elle cache dans son esprit, il n'arrive pas du tout à y accéder. Et vous allez comprendre le système de magie, mais en gros le haut préfet est un animancien. Et les animanciens, ils ont un rôle, ils ont une magie qui a vraiment un rapport avec l'esprit. Et ils pensent que si elle est envoyée au animancien, au préfet, il arrivera à récupérer ce qui se cache dans sa tête. Voilà pour le pitch de base, je trouve que je m'en suis pas plus mal sortie. Donc en gros, voilà pour vraiment le résumer, vraiment à la base de la base. Donc maintenant, passons au système politique et à la guerre. Donc le système politique... Vraiment, c'est le vlog de l'enfer. J'ai dû recommencer. J'ai dû recommencer parce que après mon chat a fait tomber mon trépied et après en fait j'ai continué de filmer sauf que ma vidéo était complètement floue. Donc j'espère que ce sera moins le cas là. Mais en gros, en plus j'avais vraiment parlé pendant 20 minutes. Ça me saoule. J'avais parlé, je commençais à parler justement, enfin j'ai commencé à juste dire que j'allais vous parler du système politique. Du coup pour le système politique c'est très compliqué à expliquer. Parce que voilà, je sais plus exactement quand est-ce que mon trépied est tombé, mais la religion a vraiment une place centrale dans ce récit, et c'est vraiment même plus important encore que la magie selon moi. Donc cette religion qui est mise en place, c'est une religion où en fait la foi, il faut se dévouer à sa foi, et où tout ce qui va être de l'ordre du... pas des sentiments mais plus j'arrive pas à m'exprimer, mince, pas des sentiments mais plus de pulsion, etc. Tout ce qui va être de l'ordre de la pulsion, etc. J'arrive pas à trouver d'autres synonymes de pulsion et d'autres choses que pulsion, mais en gros c'est ça en fait, c'est vraiment la foi a fait loi. Et on doit vraiment se dévouer à la foi et ne penser qu'à sa foi. Et la magie du coup va tourner autour, enfin c'est plus, la magie va tourner autour de la religion. C'est pas la religion qui tourne autour de la magie, mais c'est vraiment la magie qui tourne autour de la religion. Parce que dans cet univers-là, la seule magie acceptable, c'est la magie des métaux. Donc en fait, on a une résonance en nous, donc c'est une forme de magie qui va être appelée par les matériaux. Donc il y a le fer... l'or, le cuivre, le tin, etc. Il y a beaucoup de matériaux, mais j'ai pas tous les noms, j'ai pas tout compris, je connais pas tous les matériaux. Et en fonction de sa rareté et de sa puissance, on va être amené à avoir une affinité plus ou moins élevée avec un matériau. Ceux qui vont avoir un affect avec le fer, vont être un peu moins importants et avoir une magie moins rare que ceux qui vont avoir une appartenance à l'or. Où vraiment l'or c'est quelque chose qui claque. Faut avouer, l'or c'est quelque chose qui claque, c'est un matériau pur, et de ce que je comprends, il n'y a que Luke et les Holdfast, qui est vraiment la famille de Luke, qui sont au pouvoir d'ailleurs, qui ont ce pouvoir-là, qui ont une affinité avec l'or. Et bref, dans cet univers-là, voilà, les matériaux ont une place très importante, et il y a aussi une école qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, ou l'alchimie en fait, mais ça j'ai pas trop compris. L'alchimie, il y a autre chose, et ça porte un autre nom, mais je ne sais plus trop quoi. Mais pour moi, ils apprennent à contrôler du coup la magie des métaux, ils la comprennent aussi comment elle fonctionne et comment ça peut aider à industrialiser la société. J'ai vraiment du mal, mais vous avez compris ce que je voulais dire.
Et en fait on comprend un peu comment la magie comment la magie fonctionne, mais je pense que dans la partie 2 qui va être une partie où on va se concentrer et on va revenir en arrière, du coup on va revenir dans la vie de Elena et comprendre un peu plus ce qu'elle cachait dans son esprit. Même si j'ai été spoilée, j'ai hâte de savoir ce que c'est, même si je le sais, mais j'ai hâte de voir comment ça va être amené. Et du coup voilà, on va en apprendre plus je pense dans cette deuxième partie, notamment sur les métaux et comment on fait pour agir avec eux, mais là voilà c'est un peu flou, mais de ce que j'ai compris c'est à ça que servait l'école, sauf que bien évidemment dans cet univers là il y a des parias, et les parias sont ceux qui possèdent de la magie dite impure, dite comment ils l'ont dit, je n'ai plus le terme. Je n'ai plus le terme, vraiment je n'ai plus le terme, je le cherche mais je ne l'ai plus. Donc écoutez, on va partir sur la magie impure. Voilà, mais c'est une magie vraiment qui est interdite, on n'a pas le droit du tout d'utiliser cette magie, et ceux qui en sont pourvus ont des postes dégradants, et je pense qu'ils sont voilà relayés au banc de la société, et c'est vraiment des personnes qui sont traitées comme des moins que rien, voilà, qui sont au bas de l'échelle sociale, et voilà, et dans cette société au bas de l'échelle, on retrouve les vivimanciens, les nécromanciens et les nanimanciens. Donc on va commencer par les nécromanciens qui sont les plus simples parce qu'on le comprend. Les nécromanciens sont ceux qui ont un pouvoir avec les morts, et donc ils peuvent ressusciter les morts et en faire des petits jouets, et généralement dans le nouveau Palladia, les esclaves, du coup les nécro-esclaves, sont du coup les ennemis du haut nécromancien, donc les amis de notre petite Elena, qui sont ressuscités et qui en même temps de pourrir font des tâches d'esclaves, donc ils vont voilà par exemple faire des tâches domestiques. Bref, digression, parenthèse fermée. On a voilà les nécromanciens qui peuvent faire ça. Les vivimanciens, eux, touchent davantage à ce qui va être le vivant. Par exemple, ils peuvent vous interdire de parler, en fait, en faisant limite ça, ils peuvent vous interdire de parler. Voilà, ils touchent vraiment au vivant et c'est horrible. J'en parlerai un peu plus tard. Et il y a les nanimanciens. Les nanimanciens, eux, ont vraiment un rôle avec l'esprit. Et je crois que je vous en ai parlé dans ce résumé, mais voilà, Elena est donnée en pâture au préfet, qui est du coup un nanimancien. En espérant que justement, il arrive à découvrir ce qu'elle cache dans son cerveau. Donc voilà pour ces trois magies qui sont impures, qui sont... J'ai plus le terme, j'ai plus le synonyme, mais bref. Et on comprend qu'il y a eu une guerre à cause de justement ce système d'oppression qu'il y avait envers ces trois castes, en fait, ces trois magies qui étaient du coup reliées aux bandes de la société. Et on comprend que le haut nécromancien représente un sauveur, et a représenté vraiment un sauveur pour du coup ces personnes qui sont ses fidèles, puisque en fait elles vivaient comme des moins que rien. Donc il y a ce côté très gris en fait où même les gentils ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, et on se rend compte qu'ils sont pas tout roses non plus dans cette histoire, et que vraiment ils ont vraiment eu une part à jouer importante dans cette guerre, parce que s'ils avaient considéré davantage les nécromanciens, les vivimanciens, etc., des personnes qui sont nées avec ces pouvoirs là mais qui n'ont pas choisi d'être nées avec ces pouvoirs là, en fait s'ils avaient davantage considéré et qu'ils les avaient pris sous leur aile, et qu'ils avaient fait en sorte en fait qu'ils utilisent leurs dons pour la société, laissez-moi dire que je pense pas qu'il y aurait une guerre. En tout cas, la guerre aurait peut-être été là, mais je pense qu'ils auraient pas gagné, parce que si toutes les choses avaient été bien, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de nanimanciens, vivimanciens, etc., qui auraient choisi de rejoindre le parti de Luc, mais ça n'a pas été le cas, et donc c'est pour ça qu'il y a eu une guerre. Donc on comprend vraiment, et ça, le haut préfet / Kane Ferran, et c'est vraiment de nous le faire comprendre, c'est ce brouillage entre ce qu'on pense et entre ce qui est, etc. Et sur le fait que en fait tout n'est pas tout blanc ou tout noir comme dans Harry Potter, et c'est ça que j'adore, c'est que tout est gris en fait, et le haut nécromancien est plus gris-noir que gris-blanc, mais on comprend que vraiment il y a en fait des choses à revoir des deux côtés, et que on peut pas jeter la pierre aux vivimanciens, aux nécromanciens qui ont choisi de rejoindre le haut nécromancien, parce qu'il leur proposait en fait de s'élever dans la société et de ne plus être considérés comme de la vermine. Et franchement j'aime beaucoup cet aspect-là de l'histoire, où vraiment on se rend compte que en fait Luc et ses adeptes, ils étaient pas gentils en fait, et il y avait beaucoup de choses où ils étaient pas corrects en fait envers leur peuple, envers le peuple de Palladia. Et le haut nécromancien est vraiment la pire des races, et je le déteste mais profondément, parce que c'est Voldemort, voilà. Donc on peut pas aimer Voldemort, on peut pas aimer le haut nécromancien, parce que c'est un personnage qui est profondément mauvais, et qui se sert justement de ce côté, de ce fil où justement l'ancien Palladia, et donc le système de Luc, le système politique, ne faisait pas en sorte de
considérer les personnes pourvues de cette magie, et donc en fait le haut nécromancien il sait sur quelle corde jouer pour bien appuyer le fait que en fait son système politique est mieux. Voilà, son système politique est mieux pour le peuple parce que maintenant les vivimanciens, les nanimanciens, etc. peuvent vivre au grand jour et sont plus considérés comme en fait de la chair à pâté. Voilà. Donc, bref, voilà pour le système un peu politique. J'ai réussi franchement bien, je trouve, à m'en sortir parce que la première partie où justement ma vidéo était très floue, j'avais vraiment eu du mal à m'exprimer sur ça. Donc je pense que vous avez un peu compris le système politique, le système de magie aussi qui est assez riche. Et j'aime beaucoup voilà ce côté-là où San Yu n'a pas seulement joué avec le fait des gentils et des méchants, mais vraiment a joué avec cette corde de clair-obscur et de gris en fait. Et j'aime beaucoup ce truc-là qui fait que vraiment on s'attache mine de rien à certains personnages même qui sont... Enfin, je vais pas dire qu'on s'attache, mais non, on les comprend. On apprend à les comprendre et ça les rend beaucoup plus humains. Alors le haut nécromancien n'est pas du tout humain, mais je pense par exemple à Stroud qui est du coup... un personnage qui est central aussi dans ce tome et qui est vraiment un personnage qu'on retrouve très souvent dans la vie d'Elena et qui elle a totalement adhéré et est vraiment elle a foi en le haut nécromancien, mais on sait pourquoi elle a foi en lui et c'est grâce à elle qu'on comprend et au préfet qu'on comprend pourquoi en fait le système de Luc était voué à l'échec, parce que dans tous les cas il y aurait eu un soulèvement, que ce soit le haut nécromancien qui ait fait ce soulèvement ou d'autres, il y aurait forcément eu un soulèvement à un moment donné parce que le système tel qu'il était pouvait pas perdurer, voilà. Et si perdurait, c'est un système qui était inégalitaire et qui franchement était nul à... Voilà, donc maintenant que j'ai assez parlé de ce système politique et de cette magie, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai ressenti durant cette lecture. Alors comme au début c'était compliqué, je vais pas vraiment vous parler de mon ressentiment quant à cette lecture, mais je vais plutôt vous parler de mes sentiments quant à la suite, puisque j'ai adoré, vraiment je l'adore. Alors c'est un système qui est très sombre, enfin c'est un univers très sombre, où notre héroïne Elena, et c'est la raison pour laquelle je n'aimais pas au début, vit des choses très traumatisantes et j'étais vraiment extérieure. Je vivais cette lecture comme... en fait je vis cette lecture de loin, voilà. En général, en tant que lectrice, quand on lit un livre, on est vraiment happé par l'histoire et on vit le livre. Là, je vivais pas le livre. C'était vraiment, il était très loin de moi. C'était comme s'il y avait un brouillage qui m'empêchait d'être vraiment dedans, parce que justement, ce qu'elle vivait était horrible, que Elena est profondément touchée, est profondément terrorisée. Et donc, en fait, pendant plus de 100 pages, je dirais, on est vraiment sur une énumération de ce qu'elle fait de ses journées, sans être vraiment dans sa tête. Et je peux vous dire qu'en tant que lecteur, lectrice, même s'il se passait des choses bien dans sa tête, enfin même s'il se passait des choses bien, avoir une énumération tout le temps, c'est compliqué. C'est très compliqué, sachant qu'en plus quand on était dans sa tête, elle vivait des choses traumatisantes. Parce qu'elle revivait beaucoup de choses à cause justement de ce côté nanimancien et du haut préfet qui allait dans sa tête. Donc vraiment, on avait un aspect d'Elena qui était vraiment compliqué, et au fur et à mesure que l'histoire avance, le haut préfet devient de plus en plus sympatoche, même si sympatoche n'est pas forcément le terme que j'aurais employé pour lui, mais c'est le terme qui m'est venu. Le haut préfet, donc qui est Drago Malfoy, je sais pas si je l'ai dit, qui s'appelle Kane Faywan, va devenir de plus en plus empathique, si je puis dire. Il va être de moins en moins le gros salaud qu'on a connu dans le début du tome. Le gros salaud qui vraiment a fait que je me suis dit à aucun moment je vais comprendre, et à aucun moment ce personnage va me faire ressentir de la pitié, etc. Bah en fait c'est totalement faux. C'est totalement faux, j'ai ressenti de la pitié, j'ai d'ailleurs pleuré. Beaucoup pleuré d'ailleurs. Hier soir vraiment j'étais en larmes, mais vraiment en larmes. Parce que c'est beau en fait, parce que c'est beau et parce qu'on comprend que ces deux personnes... Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ces deux personnages sont torturés et on comprend en fait que le haut préfet et du coup Kane Faywan, il a vécu en fait les pires vices et qu'il a été en fait le jouet d'un certain personnage, d'un certain vivimancien qui a fait de lui son esclave personnel et qui a fait de lui en fait son jouet pour qu'il expérimente des choses sur lui. Et on se rend compte que Kane Faywan, grâce à Elena, à la base il était grand, il avait les cheveux bruns, les yeux bruns, etc. Maintenant il est de taille moyenne, voire petit, il a les cheveux blancs et il a les yeux gris-bleu pardon. Donc en fait on se rend compte qu'il a totalement changé physiquement et qu'il y a une certaine dissonance en ce qu'on pense à la magie, enfin il y a une certaine dissonance quand il utilise la magie, parce que c'est pas une magie qui normalement devrait exister. Il a des pouvoirs qu'il devrait pas avoir et on comprend un peu plus que c'était pas voulu de la part d'un certain personnage, donc qui s'appelle Bennett, qui a vraiment utilisé le corps de Faywan comme un jouet d'expérimentation. Et je pense que dans la partie 2, on va comprendre davantage comment il a utilisé et ce qu'il lui a fait et ce qu'il a fait à son corps. J'ai pas hâte, voilà, d'avoir cette partie, et c'est en fait
en ayant ces bribes d'informations là de ce qu'il a vécu par la suite, où je me suis dit Lou, tu vas rester insensible puisque dans tous les cas c'est un personnage qui est exécrable, et au final j'ai ressenti de l'empathie pour lui, et au fur et à mesure où on avance dans l'histoire, c'est un personnage qui se dévoile, qui reste froid, mais qui, on va le comprendre, a quelque chose pour Elena, et moi je le sais, mais parce qu'on va spoiler. Mais bref, donc c'est encore plus pour ça que je le détestais au début, c'est parce que je savais que c'était le love interest et je savais que voilà. Et au final, il agissait comme ça. Mais je comprends, et je le savais déjà à la base, mais voilà, il agit comme ça. Mais ouais, je sais pas, là. Bah oui, bah oui, allez, bref, je sais plus ce que je disais. On comprend davantage que le haut nécromancien et que d'autres personnes peuvent avoir accès. Je déteste mes chats, je sais plus du tout ce que je disais, je crois que je parlais d'une haut nécromancien. Ah oui, le haut nécromancien peut avoir accès, ainsi que d'autres personnes, peut avoir accès en fait aux pensées et à l'esprit des autres. C'est pas parce que Lena cache son esprit que pour le reste du commun des mortels c'est le cas. Donc en fait le haut nécromancien a accès aux pensées de Felwan, et il a tout intérêt à faire en sorte que Elena soit vue comme sa prisonnière et qu'il n'ait aucun sentiment pour elle, plutôt que de montrer en fait au nécromancien qu'il a un certain attache, qu'il a une affection en tout cas pour elle. Donc c'est pour ça que Felwan agit comme la pire des la pire de l'espèce, et au fur et à mesure voilà, on comprend que ça commence à aller mieux et qu'il est de plus en plus pas gentil, mais voilà, qu'il veut faire en sorte que ces années d'exil, ces années de prisonnière, il veut faire en sorte qu'elles se passent le mieux possible, parce qu'il a pas le choix de faire certaines choses, mais en attendant il veut voilà qu'elle ait un certain confort et qu'il prenne d'une certaine manière soin d'elle sans éveiller les soupçons. Et voilà. Et bref, du coup, voilà, pour l'instant j'aime bien. Je suis vraiment à fond, j'ai envie de continuer ce livre, et c'est vraiment deux poids deux mesures, parce qu'au départ je l'aimais vraiment pas, et je me suis vraiment dit que j'allais l'abandonner pour lire autre chose. Et notamment j'ai acheté un autre livre, une autre fanfiction à la Harry Potter, à la Dramion pardon. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais je crois que ça se termine par For Your Enemy. Waouh, c'est compliqué. Ah mais je sais plus du tout comment il s'appelle, mais il y a Enemy dans le titre, ça je le sais. Your Enemy, mais je sais plus le début du titre. Et bref, j'ai vraiment voulu l'arrêter pour lire ce livre à la place, parce qu'il allait être beaucoup plus good vibes, comme comme Was in Chains. Mais non, j'ai continué, et franchement je regrette pas, parce que c'était vraiment une lecture pour l'instant qui est géniale, et j'ai hâte d'en savoir plus. Je sais que je vais pleurer, je sais que je vais souffrir, mais écoutez, en tant que lectrice, je pense que on a toutes plus ou moins envie de ressentir des émotions, et si c'est la tristesse et l'angoisse et la peur... Non, pardon, ne quittez pas. Bref, si c'est ça que veut me faire ressentir l'auteur, et bah écoutez, elle me fera ressentir ça, et je vivrai à fond cette histoire, et je pleurerai et je crierai pour les personnages, voilà. Donc bref, sur ce, voilà, c'était un début de vlog qui était très compliqué, parce que j'ai été pas mal de fois interrompue, et j'ai eu des petits trucs qui se sont mal passés, mais je pense qu'on est bon niveau expliquage de livre. C'est pas français, mais vous avez compris. Je pense que j'étais quand même assez claire. Je suis plutôt fière de moi, parce que j'ai quand même été assez claire. Je trouve que je vous ai fait un résumé assez clair. Je vous ai parlé du système de magie et du système politique de manière assez concise. Je me suis un petit peu épanchée sur les personnages, et j'ai peut-être fait un peu des digressions de temps en temps, mais je trouve que j'ai été plutôt pas mal, plutôt raisonnable, plutôt voilà. Donc bah sur ce, je vous laisse avec le suite de ce vlog, même si je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Bye bye. Je vous retrouve du coup pour parler un petit peu d'Alchemist. Voilà, dans ce vlog, ça fait, alors pour vous ça fait pas longtemps, pour moi ça fait extrêmement longtemps, puisque je crois que ça fait une semaine que je vous ai pas pris du coup sur ce livre. Je voulais vraiment attendre d'en avoir lu davantage, même s'il y a eu plein de moments où j'avais envie de vous en parler, mais je me suis dit non, tu dois attendre, d'en lire plus. Donc j'ai attendu, et je vais vous parler un petit peu de ce livre. Mais avant ça, nouveau plan du coup débloqué, puisque j'ai acheté mon bureau, et donc je filme de mon bureau. Et là, ce que vous voyez là, c'est mes petits livres de coloriage, puisque en plus de lire, je colorie beaucoup, et
C'est arrivé, alors c'est un peu sombre, mais j'ai commencé le coloriage quand j'ai eu un accident de voiture avec ma maman, parce que je me voyais pas, j'arrivais pas à reprendre la lecture et j'étais motivée par rien du tout. Et c'est vraiment en voyant une vidéo de Rêve ta vie en lecteur qui parlait coloriage que ça a débloqué quelque chose en moi et que j'ai eu envie d'essayer. Donc j'ai commencé par du coup du mystère et là j'ai maintenant plein de livres de coloriage hors mystère, etc. Et bref. Je suis trop contente et d'ailleurs je vous prépare une vidéo parce que voilà, je suis sur YouTube mais à la base je voulais parler lecture, mais en découvrant une nouvelle passion j'ai très envie de vous parler aussi du coloriage. Donc il y aura des vidéos qui seront consacrées au coloriage et des vlogs où justement je ferai un petit peu les deux. Je vous parlerai lecture et je vous prendrai en même temps que je colorie et je vais vous faire des petites packs, des piles à colorier, voilà, je vais faire plein de petits trucs comme ça. Bref, passons du coup pour ce livre qui est Alchemist. Je sais pas exactement ce que je vous ai dit dans le clip 1, genre, je sais plus trop ce que j'ai dit beaucoup de choses je crois, mais j'ai du coup continué, je suis à 52%. Je voulais vous parler de ce livre avant, mais je me suis dit que j'aurais pas forcément beaucoup de choses à dire et que je radoterais peut-être avec ce qui s'est passé dans la partie 1, la partie dans laquelle, voilà, la partie c'est la partie voilà, j'ai du mal, la partie 1 concerne du coup le clip 1, je sais pas comment expliquer, parce que dans la partie 1, voilà, dans mon début de vlog, j'avais justement lu toute la partie 1, et c'est grâce à cette partie 1 que du coup j'ai pu vous faire un résumé, et j'ai pu vous parler un peu plus des enjeux qu'il y avait dans Alchemist, et j'avais peur qu'en lisant très peu, je revienne sur la partie 1 que j'avais déjà quand même pas mal développée, tout en évitant de vous spoiler. Du coup là, on est à peu près au milieu de la partie 2, et je vais vous en parler un peu plus. C'était très long, mais je vais vous en parler un peu plus. Du coup, pour cette partie 2, je suis un peu moins hypée, on va dire. Enfin, j'étais un peu moins hypée parce que je pense que c'est parce que je lis de moins en moins. J'ai pas forcément trop de temps de lire, et là en plus le coloriage revient dans ma vie. Donc voilà, je désespère pas de continuer de lire et je veux vraiment allier coloriage et lecture. Donc écoutez, voilà, c'est quand même un truc qui reste central dans ma vie et j'ai très envie de continuer la lecture même si je me remets au coloriage. Mais entre la fac, ma vie de couple et d'autres trucs, c'est vrai que j'ai beaucoup moins le temps en fait de lire, et donc là ça fait au moins une semaine que je suis dessus et voilà, en une semaine j'ai lu seulement ça. Je trouve pas ça beaucoup, sachant que je vais vous faire des vlogs lecture par la suite pendant mes vacances d'automne et que mes vacances d'automne tombent la semaine prochaine. Donc bref, passons, mais du coup j'ai pas beaucoup de temps de lire et c'est peut-être pour ça aussi que mon avis sur cette partie 2 pour l'instant est en demi-teinte, puisque au départ j'étais dedans, après il y a eu des trucs, des éléments qui ont fait que j'étais plus dedans, et là la romance commence à venir, donc je suis un peu plus dedans, mais j'ai l'impression d'avoir en fait oublié certains éléments, et de me poser des questions si ces éléments là sont vraiment dans ce livre, ou alors dans Was in Chains, du coup, qui était du coup l'autre fanfiction que j'ai lu de Harry Potter, que j'ai lu d'ailleurs juste avant Alchemist. Donc comment vous dire que des fois j'ai des petites pertes de mémoire où je me dis tiens, est-ce que c'était dans Alchemist ou est-ce que c'est dans Was in Chains, et du coup si c'est dans Was in Chains, bah je comprends pas, mais en même temps si c'est dans Alchemist c'est trop mignon, et en fait voilà, j'ai trop du mal, j'ai trop du mal à me repérer, donc j'ai tendance à mettre beaucoup de post-it comme ça. Je reviens, en fait je reviens, je cherche et je reviens sur des passages que j'ai soit oubliés, soit que je suis pas sûre, etc. et qui pour moi se placer, je sais pas moi, entre la page 170 et 200, et bah du coup je regarde entre la page 170 et 200 pour retrouver le passage, mais voilà, donc c'est un peu compliqué, et cette lecture voilà, elle est en demi-teinte pour l'instant parce que je vous dis, le début j'étais hypée parce que bah, justement la fin de la partie 1 est incroyable et ça donne très envie de, voilà, de lire la suite et de binger en fait ce livre, et après je me suis rendu compte que c'était pas très beau en fait. Je m'attendais à une partie 2 beaucoup plus good vibes, même en période de guerre je m'attendais vraiment à ce que Elena, notre personnage principal, en fait ait des moments de joie, et c'est pas le cas, et en fait c'est très frustrant, enfin c'est pas frustrant mais c'est très, je sais pas comment expliquer, non si c'est frustrant quand même pour une lectrice de ne pas avoir de moment de répit en fait. Quand elle lit, elle a pas forcément de moment de répit, et il y a pas de, j'ai pas de moment où je dis elle, bon parlant de moi, mais bref, j'ai pas vraiment eu de moment où je me suis dit ah c'est bien, vous voyez, c'est parce que même la romance est assez sombre et pas forcément des plus, voilà, je sais pas, c'est en demi-teinte en fait, ce livre est en demi-teinte. Je suis pas très claire je pense, mes propos sont en demi-teinte, bref, je suis pas assez claire dans ce que je raconte, mais vraiment cette partie 1, enfin ce début de partie 2,
ce début de partie 2, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on pensait déjà à la base du coup de l'ordre, de la flamme éternelle, etc., des gentils, en fait on se rend compte que c'est vraiment pas des gentils et que c'est toute une question de point de vue, et ça c'est bien que ce soit encore plus explicité dans le tome 2, et ça revient aussi, enfin, Kane revient aussi sur plein d'éléments de la guerre et de pourquoi il y a eu la guerre, etc., qu'on avait survolé déjà dans la partie 1, mais qu'on voit plus en profondeur dans la partie 2, et je trouve ça très intéressant, et c'est des moments comme ça que j'ai trouvé très très intéressants, et qui m'ont fait que je me suis dit, wow, c'est quand même un livre très très bien écrit, et c'est quand même un livre très bien pas sifflé, mais très bien ficelé, contrairement à Harry Potter où pour beaucoup d'aspects il y a des facilités, notamment sur le côté du bien et du mal. Là c'est un côté vraiment qui a été exploité différemment, et qui exploitait le côté du bien et du mal, mais notamment par rapport à la religion, qui est très importante dans ce tome comme je vous en ai parlé. Mais on se rend compte en fait que il n'y a pas de bien et de mal, en fait il n'y a pas de bon et de mauvais, il y a que des actions, des actes et voilà, et des prises de position qui font que, mais en fait le bon et le mauvais ne régit pas une société, en fait c'est vraiment les actes qui régissent la société, et en l'occurrence les personnes qui se croient bonnes, bah pour beaucoup d'aspects, en fait par beaucoup de choses, le sont pas du tout en fait, et on se rend compte que c'est vraiment des machinations politiques et bref, une société qui est corrompue dès le départ en fait, et qui pour moi n'avait pas du tout de chance d'exister en fait. Je pense, enfin, j'ai du mal à m'exprimer, mais cette société pour moi n'aurait jamais pu perdurer dans le temps. Voilà, il y aurait forcément eu à un moment donné un soulèvement dans des deux côtés, et enfin d'un côté en particulier, et là ça a été le cas en fait, et c'est tout. Et il y a eu un élément dans l'histoire qui a fait qu'il y a eu la guerre, mais pour moi il y aurait eu un autre élément, ça aurait totalement pu en fait donner la même chose, voilà. Donc vraiment c'était sous-jacent, il y avait vraiment un soulèvement qui se préparait, donc ça me perturbe pas, et j'aime beaucoup le fait que qu'on en fait on est du point de vue des gentils, mais qu'on comprenne à travers le personnage de Kane Ferron que bah, les gentils sont pas les gentils, et même nous on s'en rend compte puisque les gentils se comportent pas forcément toujours très très bien avec notre petite Elena, Elena qui est vraiment traitée comme de la voilà, de la crotte, elle est vraiment traitée très très maltraitée de la part des deux côtés en fait, des deux côtés, mais là dans cette partie 2 on se rend compte qu'elle est aussi très très maltraitée du côté des gentils, et du fait que voilà elle est vue comme un objet, comme c'est vraiment horrible en fait, elle est vue comme un moyen et pas du tout comme une personne, donc elle est pas du tout considérée, elle a pas du tout le droit aux mêmes choses, au même traitement que les autres, etc. Et c'est vraiment une jeune femme qui est soumise à beaucoup de choses, et qui n'a pas le choix en fait, qui n'a vraiment pas le choix, et on joue sur le fait qu'elle ait pas le choix, et sur le fait aussi qu'elle voue une admiration et un amour sans faille pour Luke, donc / Harry Potter, et elle voue voilà une adoration et sans borne en fait pour cette personne, et donc en fait on joue avec cette adoration pour justement lui faire des choses qui sont pas normales en fait, voilà, qui sont vraiment pas normales. Et je pensais sincèrement que la romance entre Kane et Elena allait se développer plus rapidement. Parce que je dois vous dire qu'au départ, moi Kane, je l'aimais pas dans la partie 1. J'ai commencé à l'apprécier. Et là, dans la partie 2, je l'aimais plus. Donc j'aime pas qu'on joue avec mes sentiments, j'aime pas qu'on joue avec le personnage de Kane, parce que là, je sais pas exactement ce que je pense de Kane. Vraiment, je ne sais pas. Je suis un petit peu perdue, parce que d'un côté, je l'aime bien. D'un côté, je l'aime pas. D'un côté, je l'aime pas. Donc vraiment, c'est compliqué. Parce que c'est un personnage qui, du coup, dans la partie 2, on apprend du coup à le connaître par rapport au fait que Elena va devoir faire équipe avec lui. Donc d'un côté, Elena apprend à le connaître, et nous aussi on apprend à le connaître, mais on avait déjà appris un petit peu à le connaître dans la partie 1. Et donc on doit tout recommencer depuis le début, et notre petit Kane dans cette début de partie 2 est un petit peu antipathique, hein. Autant dans le tome 1 il était antipathique, et voilà. Mais là c'est un gamin de 16 piges, en tout cas qui a le physique d'un gamin de 16 piges, et vraiment pour moi c'est Drago Malfoy quand il était à l'école des sorciers dans les 4 premiers volets, voilà. C'est vraiment un personnage qui est... Mais rajouter à Drago de la force et un côté très, pas colérique, mais justement très... Ah, Draco il est très impulsif, Kane aussi,
mais il est beaucoup plus froid Cain que Drago, et rajouter ça du coup à Drago dans les 4 premiers volets de Harry Potter, franchement ça donne un Cain en puissance, et il est détestable, voilà, c'est détestable, et j'aimais pas du tout le personnage de Cain, et je ne comprenais pas comment on allait pouvoir, encore une fois, faire une romance entre Cain et Elena, puisque il se comportait comme de la merde, vraiment. Autant Elena en fait, elle a pas d'amour, elle a rien en fait dans sa vie, vraiment elle est seule, mais vraiment genre seule, elle est traitée comme une moins que rien, on l'envoie au casse-pipe faire des petits trucs avec Cain contre des informations. Cain de son côté l'aide pas du tout à se sentir bien, et au contraire c'est vraiment quelqu'un de détestable. On comprend pourquoi il est détestable, parce que ils sont pas du même bord, ils sont ennemis à la base, et Cain c'est quelqu'un voilà qui a beaucoup de douleurs, beaucoup de traumatismes, et qui du coup s'est créé une carapace autour de ces traumatismes, ce qui est totalement logique. Alors voilà, je tiens pas à dire que c'est pas logique, et au contraire ça rend son personnage beaucoup plus profond, mais ce qui fait que Elena, que j'ai appris à apprécier, en fait, je veux la sauver, et Cain ne la sauve pas, en fait. Cain ne la sauve pas, Luke ne la sauve pas, l'ordre ne la sauve pas, la seule chose qui la sauverait, ce serait la mort, mais elle a pas envie de mourir, et puis elle peut pas mourir, de tous les cas, elle peut pas mourir. Donc en fait, c'est plein de trucs comme ça où je me dis, purée, mais il y a rien, il y a aucun moment, en fait, dans ma lecture qui est good vibes, vraiment aucun moment. Il y a eu un passage entre Cain et Elena qui était très très bien, et en fait, on comprend du coup pourquoi la romance est là, c'est parce que justement, Elena n'a aucun, mais vraiment aucun moment de répit, elle a aucune lumière dans sa vie, elle a vraiment rien du tout qui fait que sa vie va bien. Vraiment c'est du travail à répétition, c'est de la fatigue à répétition, c'est de la mort à petit feu en fait. Et les seuls moments où du coup elle est bien, c'est les moments où la romance commence et on comprend pourquoi la romance est là. Et dans d'autres circonstances, je pense que la romance n'aurait pas été là. Voilà. Et je trouve ça bien que d'une certaine manière ce soit développé et qu'on se rende compte des choses et que pourquoi elle est là. Enfin, c'est pas français et c'est pas cohérent ce que je raconte, mais dans certaines romanticies, la romance elle a une place centrale, certes, et on joue sur cet effet de mate. Et du fait voilà que, je sais pas moi, par exemple, mon livre, La Mademoiselle déployée, il y a ce côté mate, il y a ce côté âme sœur. Et on joue sur ça, et du fait que dans n'importe quelle vie, ils se seraient retrouvés. Là, non. En fait, si la vie d'Elena avait été meilleure, elle aurait pas été vers Cain, en fait. C'est juste que il s'est trouvé sur son chemin au moment où elle avait le plus besoin de quelqu'un, et que lui, c'était aussi un moment où il avait le plus besoin d'une personne qui l'écouterait. Et c'est comme ça qu'en fait la romance s'est créée, mais en aucun cas elle se serait créée dans d'autres circonstances. En tout cas, moi c'est l'idée que je m'en fais, et je trouve ça très intéressant. Je me suis tapé ma bague. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est pas ce qui est... En tout cas, c'est pas un axe que je retrouve très souvent dans les romanticies. Au contraire, je trouve que quoi qu'il arrive dans les romanticies, on parle justement de ce côté se retrouver. Même dans la mort, dans d'autres vies, etc. On se retrouvera. Là, non. Là, en tout cas, pas pour l'instant. Vraiment. Et j'aime beaucoup ce côté-là, justement, que... Même Cain, à un moment donné, il dit je me demande sincèrement ce que tu serais advenue s'il n'y avait pas eu la guerre. Et en fait, ce qu'elle serait devenue, ce serait sans lui. Sans lui, et je souhaite que ce soit sans Luke, sans personne. En fait, vraiment, il n'y a personne qui est bon pour Elena. Parce que même Luke, qui est un personnage qu'elle aime beaucoup, dans cette partie 2, on le voit pas beaucoup, et c'est un personnage, je trouve, qui manque de saveur, et pour beaucoup d'aspects, il est important, et c'est un personnage voilà, qui est mis à l'écart. Voilà, donc c'est un personnage qui est très très mis à l'écart, donc je comprends pourquoi Luke est pas trop présent pour Elena, mais pour moi c'est pas une excuse. Pour moi, si t'es pote avec Elena, si t'es son meilleur ami, comme tu le dis, faut que tu sois là, il faut que tu comprennes pourquoi elle va pas bien, faut que tu comprennes quand elle veut pas venir avec toi, que c'est pas parce qu'elle veut pas venir avec toi, c'est vraiment juste parce qu'elle peut pas. Et pourquoi elle peut pas, faut que tu creuses un petit peu pour comprendre. Et il se positionne en victime, et j'aime pas ça. Et Elena, vraiment, c'est l'héroïne, mais c'est vraiment l'héroïne, c'est un coup de cœur pour Elena, parce que c'est difficile à l'apprécier, je trouve, comme personnage, parce qu'elle a beaucoup de fêlures, enfin, pas de fêlures, mais de... C'est un personnage difficile à aimer parce qu'elle n'a pas de moment de joie, il n'y a pas de moment où elle va être heureuse, où elle va nous partager ses passions, etc. C'est que des moments où elle s'en prend plein la gueule, où elle est à la lisière de la mort, et c'est un peu compliqué de s'attacher à ce genre de personnage, en tout cas pour moi. Mais maintenant que je suis attachée à elle, vraiment je veux qu'elle survive, et je veux qu'elle vive bien en fait. Et elle vivra bien, je pense, avec Cain, mais dans d'autres circonstances, je souhaiterais qu'elle soit pas avec Cain. C'est bête, hein, mais Cain je l'aime bien, mais non, en fait, non, voilà. Bref...
Voilà, j'ai quand même versé des petites larmes, notamment dans ce passage où j'ai acheté des overlays espagnols, donc le lire ne va pas du tout, enfin les overlays ne sont pas du tout de la taille de mon truc, mais c'est pas grave, notamment ce passage là où il y a voilà Cain, attendez j'arrive pas à... où il y a Cain qui revient avec un élément arcanique dans le dos et elle doit le sauver, donc ça pareil j'ai pleuré. Mais sinon par ce moment là j'ai pas vraiment versé de petites larmes, sauf il y a des moments où on parle de Elena et justement de comment elle est traitée, et Cain revient sur cet élément là. D'ailleurs c'est l'élément dans le chapitre 44 je crois, ou 43, où Cain pose plein de questions sur justement Elena et sur sa vie et sur pourquoi elle accepte beaucoup de choses. Et Elena lui explique qu'elle a pas, enfin pas forcément qu'elle a pas eu le choix, mais qu'elle a eu le choix, mais qu'elle l'a pris. Et lui vient lui reposer la question, de lui dire que bah en fait non, genre est-ce que t'as vraiment eu le choix? T'as pas eu le choix en fait. Et à l'heure actuelle tu n'as pas le choix. Si tu voudrais arrêter l'ordre du Phénix, tu ne pourrais pas, parce qu'ils te menaceraient, parce qu'ils arriveraient quand même à retourner la situation. Et vraiment j'aime trop le personnage de Cain sur ça, parce que il remet vraiment en cause toutes les idées que Elena peut avoir, et du coup ça nous remet aussi en cause tout ce qu'on pense connaître sur l'ordre du Phénix, et notamment sur le côté bien et mal, parce que c'est pas du tout un combat contre le bien et contre le mal, vraiment c'est pas du tout le cas, c'est vraiment un combat de pouvoir entre des idéaux, et c'est tout, c'est vraiment ça. Bref, sur ce, ça fait déjà 17 minutes que je tourne. Je vais essayer de m'arrêter là parce que voilà, je vais pas en dire plus. C'est quand même très intéressant. Voilà, j'aime beaucoup quand même ce livre, même si du coup voilà, il est pas trop compliqué, enfin il est pas trop facile à lire et qu'il y a beaucoup d'obscurité et que je pensais que la partie 2 allait être beaucoup plus claire et que c'est pas le cas. Après, je me dis la romance vraiment est pas présente pour l'instant, très peu en tout cas. Donc peut-être que dans la fin de la partie 2 elle sera présente et je vous dirai waouh mais c'est des âmes sœurs, c'est trop bien, franchement dans une autre vie se seraient retrouvés etc, ils sont trop bien et tout. Mais pour l'instant, je suis pas d'accord. Pour l'instant je trouve que des personnages qui dans d'autres circonstances se seraient pas trouvés, se seraient pas regardés, parce que ils auraient été bien dans leur vie. Et sincèrement, je souhaite qu'ils soient bien dans leur vie. Je souhaite qu'ils se soient jamais rencontrés, que ça aille bien dans leur vie. Mais c'est pas le cas. Donc s'ils peuvent retrouver un petit peu de douceur, de lumière, etc. en étant ensemble, bah écoutez, moi je leur souhaite ça. Je leur souhaite que du bonheur. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vais aller me laver parce que je me suis rétamé la gueule dans les escaliers en allant à la fac avec un café dans la main. Donc écoutez, là à l'heure actuelle j'ai le sourcil qui pue, j'ai mes manches, j'ai mon pantalon, j'ai mes cheveux, les pointes de mes cheveux qui sont complètement remplis de café. Mais écoutez, je voulais vraiment vous prendre parce que là le soleil commence à se coucher. En plus il fait vraiment un temps, j'ai du mal, un temps un peu cacaproute. Je suis une enfant. Il fait vraiment un temps pas très très sortable. Et avec mon chéri après on va faire des courses etc. Donc je voulais vraiment vous prendre avant qu'il fasse nuit. Et là je vais me laver parce que je colle. En plus mes mains sont très collantes. Bref. Sur ce, à tout de suite pour vous. Pour moi ce sera dans 3 semaines hein, parce que si jamais j'arrive pas à finir ce livre cette semaine, ce qui je pense sera pas le cas, je le mettrai en pause. Je ferai une grande pause et je lirai du coup The Second Death of Locke, ouais c'est ça. Je lirai pour le vlog tout simplement de ma semaine de vacances. Donc voilà, donc je pense que je reprendrai ce livre dans 2 semaines. Enfin, cette semaine j'aurai pas vraiment le temps de lire, donc je reprendrai vraiment ce livre dans 2 semaines et j'aimerais bien le terminer dans 3 semaines. Voilà. Donc sur ce, bye bye. C'est horrible. Je pensais pas que j'allais pleurer pour ça. Mais genre... En plus la qualité est nulle à chier. Genre vraiment j'ai... Bref c'est pas grave mais genre...
cette fin de vlog. Donc j'ai fini le pépère, la briquette, j'ai fini Alchemist. J'ai mis du temps à le finir parce que je voulais pas du tout quitter les personnages, l'univers, parce que ça a tellement été une claque. C'est un livre qui... j'ai commencé le montage de la vidéo, donc je sais sur quoi je m'étais arrêtée sur le dernier clip que vous avez vu. J'en étais du coup à la moitié. Il faut savoir que vraiment, c'est un énorme coup de cœur, une énorme claque. Ce livre m'a fait pleurer, mais quand je vous dis pleurer, je pense qu'après vous avoir quitté, j'ai fait que pleurer. Je vous ai montré d'ailleurs un petit clip où je pleurais, parce que vraiment c'était un moment où je m'attendais pas du tout à pleurer. Et où j'ai pleuré, je me suis dit non mais c'est bon quoi, genre à un moment donné ce livre il va me tuer ou comment que ça se passe. Je m'en sentais tellement mal en fait en lisant ce livre et genre c'était tellement beau et vraiment encore une fois du coup la dernière vidéo que vous avez vue c'est une vidéo qui a parlé du coup de d'un tag, un livre qui, et un livre qui m'a brisé le cœur, il pouvait rentrer dans cette catégorie, et un livre qui m'a fait croire en l'amour véritable. Il n'y a pas du tout cette notion de mate, alors j'ai pas du tout organisé ce dernier clip, vraiment je vais y aller à l'instinct. Il n'y avait pas du tout cet aspect de mate, comme j'avais pu en parler justement, que j'appréciais le fait qu'il n'y avait pas du tout ce truc là de c'était des âmes sœurs et qu'à travers les siècles ils allaient se retrouver. C'est pas le cas, mais c'est pas parce que c'est pas le cas que l'amour avec un grand A peut pas exister et que leur romance peut pas être pleinement la plus belle romance. Genre, pas ever parce que elle est très dure à lire et elle est très hard, très dure. J'arrête pas de trouver des synonymes comme ça, mais voilà, elle est très complexe. C'est pas une romance de tout repos, mais en fait leur amour est tellement beau et leur amour est tellement puissant et pour moi si il a transcendé quand même les années et les mois surtout. Parce que je crois pas que ça se compte en années, je crois que ça se compte en mois. Et c'est tellement incroyable, vraiment, la dévotion de Kane face à Elena et les sacrifices que Elena elle a fait pour Kane, et genre, vraiment les deux là, j'étais tellement heureuse. Alors la fin m'a fait pleurer ma vie, clairement. En plus je l'avais déjà lu, du coup je l'ai relu, j'ai pleuré, clairement pleuré. C'est une fin, pour ceux qui se demandaient, c'est une fin qui se termine bien, dans le sens où nos personnages vivent ensemble. Voilà. C'est pas tout rose et clairement je trouve que cet univers, ce livre montre bien que la fin de la guerre montre pas forcément la fin de la guerre, ou en tout cas partir de la guerre, aller dans un autre pays pour y échapper, en fait c'est pas une finalité en soi. Enfin je sais pas comment expliquer, c'est pas parce que vous avez quitté la guerre ou alors que la guerre est finie que ça va être tout beau tout rose, au contraire. Mais ça va juste être une prise de respiration, vous allez souffler et vous allez peut-être recommencer votre vie, mais c'est pas pour autant que vous allez oublier et que vous auriez pas des séquelles de ce qui s'est passé. Et vraiment ce livre, je trouve que il le montre d'autant plus, sachant que j'ai eu un cours qui parlait justement des rescapés de guerre, ou en tout cas des personnes qui avaient des traumatismes intérieurs dus à la guerre, et je trouve que vraiment, j'ai pleuré à ce cours clairement, et je trouve que ce livre nous le retranscrit aussi très très bien, dans le sens où on peut apprendre à vivre avec la guerre, et avec du coup ces sentiments, ces traumatismes, etc. Mais on n'en revient jamais vraiment. Et j'ai vraiment adoré cet aspect-là, j'ai adoré le fait que ce soit beaucoup plus complot politique que bataille. Je sais pas comment expliquer, mais dans cet univers, on a des guerres, on a des trucs, des moments où c'est de la baston, mais je trouve que le truc qui m'a le plus intéressé, c'était vraiment toutes les machinations politiques et les personnages, comment avec certaines actions ils allaient évoluer, comment voilà certaines actions allaient montrer que tel ou tel personnage il était plus moraligré que noir, et j'ai trouvé ça très très intéressant, et je trouve que c'est très intelligent comme écriture, et la manière dont la guerre a été retranscrite, je trouve que vraiment on n'a pas ce côté glorifiant de la guerre, au contraire, et c'est vraiment juste horrible, que ce soit la torture, que ce soit les rescapés, que ce soit... Enfin c'est vraiment horrible, et je trouve que ce livre l'a très très bien retranscrit. Il y a des très gros trigger warnings, et franchement ne faites pas sans, il faut vraiment savoir ce qui se passe, il faut vraiment connaître les trigger warnings, parce que si vous ne les savez pas, si vous ne les connaissez pas, surtout que les trigger warnings ont changé entre Alchemist et Manacled, parce que là il y a la notion d'esclave, c'est très graphique, il y a beaucoup de choses qui sont faites, bref, notamment un homme qui a mangé sa femme et ses enfants.
il n'y a pas que ça. Bref, du coup voilà, c'est très graphique, très gore, très voilà, mais j'ai trouvé ça tellement touchant. En fait, le truc c'est que je vais dire beau parce que depuis le départ je dis que c'est beau, mais c'est pas beau dans le sens où c'est pas gay, il n'y a pas de vrai happy end ou quoi, mais c'est plus que dans la construction de l'univers, dans la construction des personnages, comment ils se sont rencontrés, les liens qui sont formés au fur et à mesure des pages. Je trouve ça beau en fait, et je trouve ça très juste, et vraiment je trouve que Stanley Niu a une justesse dans sa plume qui fait que pour moi c'est la réalité en fait. Pour moi ce qu'elle retranscrit, je sais pas s'il y a eu un travail justement de recherche, mais je pense qu'il y a eu un travail de recherche forcément pour créer un univers aussi juste, et surtout où la guerre est omniprésente mais qui n'est pas glorifiée et qui vraiment montre tout ce qui va être horrible de la guerre. Je trouve ça super important, et pour moi elle a forcément dû faire des recherches parce que tu peux pas inventer un truc pareil sans faire des recherches, et j'ai trouvé vraiment que son truc était très juste, et en ça j'ai trouvé ça très beau. Et la manière dont voilà Kane et Elena sont tout l'un pour l'autre parce qu'ils n'ont jamais rien eu, et la manière dont voilà en fait on va se forger une carapace, un caractère, et comment la personne qui va te ressembler, qui va être face à toi, qui va être un miroir de toi-même, va briser tous les faux semblants et va te faire découvrir autre chose et te faire te poser des questions, etc. Et c'est vraiment ce que Kane et Elena ont été l'un pour l'autre. C'était beau en fait, c'était magnifique, c'était vraiment touchant, poignant, déchirant, vraiment ça déchire l'âme. Et on peut pas dire que c'est pas une romance parce que pour moi c'est une romantécie, mais la romance est pas tout de suite présente et elle est très complexe, très compliquée. Bon alors j'ai coupé parce que j'étais en train de digresser, j'arrivais pas à sortir de cette digression, et vraiment compliqué de trouver mes mots aussi après, mais je sais plus du coup ce que je disais. Mais ouais, bon, bref, je disais en tout cas que c'était très juste et que les personnages étaient voilà très intéressants, très humains aussi, vraiment on a cet aspect très humain de personnages qui ont fait des choix dans leur vie, qui les ont menés à ce moment-là précis. Et je trouve que voilà, il y a, je vais pas le répéter, mais ce côté gentil méchant qui est totalement brouillé, on brouille les frontières en fait de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît, et aussi le fait que les gagnants racontent l'histoire forcément de leur côté, et pour justement glorifier ce qu'ils ont fait, et les vaincus, voilà, et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là où on apprend plus sur le haut nécromancien, pourquoi il a fait ça, et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, et ça m'a mis une petite claque. Et d'ailleurs, fun fact, Luc, finalement j'ai appris à l'apprécier, parce que pendant toute la moitié du bouquin je ne l'aimais pas du tout. Je le détestais, pour moi je le détestais, au même titre que tout l'ordre du Phénix, enfin l'ordre du Phénix c'est dans Harry Potter, l'ordre de la flamme éternelle, vraiment j'ai détesté tous. Et au final à la fin, Luc, je l'ai apprécié parce que pendant toute une partie du roman, c'était un certain personnage qui était voilà, et à la fin on redécouvre ce personnage, j'étais en mode oh je suis désolée Luc de t'avoir mal jugé, et j'ai pleuré ma vie, pleuré. Vraiment cette fin, faut d'ailleurs que j'enlève mes petits marque-pages. Vraiment cette fin et cette... Pour moi cette deuxième partie, parce que la deuxième partie c'est vraiment le moment où j'ai pleuré, genre c'est vraiment là, j'ai commencé à pleurer mais toutes les larmes de mon corps, et à la troisième partie en plus quand on revient dans le présent et que Elena elle a retrouvé ses souvenirs et que elle doit vivre avec ça, elle doit vivre avec ce que Kane Farewell lui a fait et ce qu'elle a vécu avec lui dans la deuxième partie, et en même temps du coup elle se rend compte de qui elle est vraiment, mais en même temps la partie 1 l'a tellement bousillée que c'est l'ombre d'elle-même, et qu'elle était certes combative dans dans la partie 2, mais que dans la partie 1 c'était une victime. Genre comment allier les deux, comment vivre avec ces deux personnalités, et comment faire avec Kane, genre qu'elle apprécie, qu'elle aime au fond d'elle, mais qui par beaucoup d'aspects a été violent et représente un cauchemar pour elle quoi. Et c'était vraiment très juste, très beau. Et bref, je vais arrêter d'en parler parce que j'ai déjà fait une vidéo d'1h20, je vais éviter de faire une autre vidéo de 1h20, sachant que je suis déjà à 44 minutes de rush, donc je vais m'arrêter avec cette petite, cette courte rush. Vraiment j'arrive pas, je suis désolée, mais du coup voilà, donc je vais m'arrêter là. Mais c'était une claque magistrale ce livre, et je suis tellement heureuse de l'avoir lu. Je regrette tellement pas mon choix de l'avoir acheté et de l'avoir lu, parce que vraiment c'était une... en fait ouais, une claque magistrale quoi, et je pense qu'on ressort jamais indemne d'une lecture comme ça, et je pense que ça nous fait vraiment réfléchir, surtout qu'en ce moment je l'ai fini dans une période où je vais pas spécialement bien, et où du coup j'ai eu un cours, comme je l'ai dit, sur les rescapés de guerre, et sur après
les réseaux TTTT criminels, les réseaux... je vais changer les mots, PDTTT criminels. Voilà, voilà. Donc j'étais pas du tout dans un bon mood quand je l'ai fini. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir et je me dis que, après ce livre, j'ai qu'une envie, c'est tout quitter, vivre ma vie comme je l'entends et profiter de la vie parce qu'on sait pas ce que demain sera fait. Et genre, du coup, ça aurait pu aussi rentrer dans la catégorie de un livre qui t'a fait réfléchir parce que ce livre m'a vraiment, vraiment fait réfléchir. Et bref, sur ce, écoutez, mon chat arrive, donc ça veut dire que câlin maman. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite du coup de très belles lectures. J'espère que ce vlog vous aura plu et vous aura donné envie de le lire si jamais vous êtes ok avec ces trigger warnings, même si personne je pense sera ok avec ces trigger warnings, mais si ces trigger warnings ne vont pas vous faire vomir, à ce moment-là, franchement foncez parce que claque, vraiment une claque. Bref, sur ce, bah des bisous.